Le soleil était chaud sur Lyon alors que je me garais sur le parking du club de golf. Le bourdonnement familier de la circulation du brunch du dimanche se mêlait au rire lointain provenant de la terrasse. J'étais venu en m'attendant à des sourires polis, des conversations gênantes et au courant sous-jacent de compétitivité habituelle qui suivait toujours Amélie. Elle m'avait invité, ostensiblement pour me présenter sa nièce nouveau-née, mais j'ai tout de suite senti la tension dès l'instant où je suis entré dans la salle à manger. Amélie se tenait près de la chaise haute, sa posture rigide, ses yeux balayant la pièce comme un général inspectant ses troupes. Quand elle me vit approcher, son visage se crispa. Elle tenait son bébé de manière protectrice, et la chaleur que j'avais espéré offrir se dissipa instantanément sous son regard furieux. « Ne touche pas à mon bébé. »« Tu es dégoûtante », lança-t-elle, d'une voix assez tranchante pour faire tourner quelques têtes. Les mots me frappèrent comme une rafale de vent froid, et je m'arrêtai net, abasourdie et réduite au silence. Mon propre rythme cardiaque semblait trop fort à mes oreilles alors que je réalisais que toute tentative de m'expliquer ne ferait qu'envenimer la situation. Je reculai légèrement, forçant un sourire poli tout en gardant mes mains fermement le long de mon corps. Le bébé, inconscient de la tension, gazouillait doucement, tendant ses petits doigts vers moi. Je me figeai, une pointe de tristesse perçant mon choc. Le regard d'Amélie se durcit, et le bouclier maternel qu'elle tenait autour de son enfant indiquait clairement que ma présence était non seulement indésirable, mais aussi offensante à ses yeux. Pendant le reste du brunch, je restais assise en silence au bout de la table, observant le flot de la conversation autour de moi. Amélie dominait chaque sujet, sa voix assurée, son rire léger mais empreint de contrôle. Je ressentis la piqûre familière d'être sous-estimé, rejeté non seulement par elle, mais aussi par la famille qui le permettait. Au moment où le brunch se termina, je savais une chose, je ne pouvais pas laisser passer ce moment sans réflexion. Les événements de la journée allaient me marquer longtemps après le coucher du soleil. Le trajet de retour vers Annecy me donna l'espace pour réfléchir, pour me souvenir des affronts passés et pour envisager ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois. Le trajet de retour vers Annecy fut silencieux, le vrombissement des pneus sur l'autoroute formant une toile de fond constante à la tempête dans mon esprit. Je gardai les mains serrées sur le volant, rejouant encore et encore les mots d'Amélie. « Tu es dégoûtante. » Ces quelques syllabes semblaient plus lourdes que n'importe quelle insulte dont je pouvais me souvenir, non pas à cause de leur cruauté, mais parce qu'elles venaient de quelqu'un qui était censé me connaître. Je repensais à toutes les fois où je l'avais soutenu, aidé avec des investissements, comblé les lacunes dans ses décisions, gardé le silence lorsque ses erreurs auraient pu coûter des clients à la firme. Rien de tout cela ne comptait à ses yeux. La frustration se tordit en moi, un mélange de colère et de culpabilité. Pourquoi avais-je laissé cela me blesser si profondément? Pourquoi me souciais-je de son opinion après des années à être rejeté? Les questions tourbillonnaient dans ma tête à mesure que les kilomètres défilaient. Pouvais-je laisser passer cela, maintenir la paix et conserver la façade de civilité? Ou était-il enfin temps de reconnaître le déséquilibre, de m'affirmer d'une manière qu'elle n'anticiperait pas? Je sentais la tension entre la patience et l'action, le tiraillement entre le désir de justice et la volonté de ne pas causer de tort irréparable. Au moment où je pénétrais dans les rues familières d'Annecy, mon esprit s'était arrêté sur une résolution provisoire. Le silence ne semblait plus entièrement sûr, mais les représailles impulsives non plus. Il me fallait un plan qui me donnerait un avantage tout en gardant ma conscience intacte. Je me garai devant mon appartement, la lumière du soir projetant de longues ombres, et je restai assise un moment avant d'ouvrir mon ordinateur portable, prête à examiner les chiffres qui pourraient me donner le dessus. Chapitre 3. Un levier caché. De retour dans mon appartement, je consultai les feuilles de calcul que j'avais discrètement tenues à jour au cours des dernières années. Je n'étais pas une investisseuse passive dans la société d'investissement spécialisée d'Amélie, j'avais toujours surveillé les chiffres, suivi les flux de trésorerie et noté à quel point l'entreprise était devenue dépendante de mon capital. Ce soir, à la faible lueur de ma lampe de bureau, je pouvais enfin voir le tableau complet. La firme était surendettée. Plusieurs transactions en cours dépendaient de lignes de crédit que je contrôlais. Un simple retrait de ma part pourrait déclencher des retards, des paiements manqués et une course effrénée pour couvrir les obligations. Cette prise de conscience me fit frissonner non par méchanceté, mais à cause du poids brut de la responsabilité. Je détenais plus d'influence que je ne me l'étais jamais avoué, et la tentation de l'utiliser était presque enivrante. En analysant les comptes, je me remémorais l'arrogance d'Amélie. Elle supposait que son contrôle était absolu, sa confiance inébranlable. Elle n'avait jamais anticipé que je dirigeais discrètement des pans critiques de son entreprise.
Chaque projection que je réalisais confirmait la même conclusion, mon investissement n'était pas seulement une contribution, c'était un levier qui pouvait faire basculer toute la firme. Je me penchais en arrière dans ma chaise, partagé. L'excitation d'avoir du pouvoir se heurtait à mon hésitation éthique. Pouvais-je justifier l'utilisation de ce levier en réponse à sa cruauté? Ou allais-je franchir une ligne sans retour possible? Chaque scénario se déroulait dans ma tête comme une partie d'échecs, les coups d'Amélie prévisibles, mes réponses mesurées. Je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement de colère. Il s'agissait d'équilibre, de m'affirmer enfin sans sombrer dans la vengeance. Les heures passèrent tandis que j'examinais chaque transaction en attente, chaque poste qui dépendait de moi. Ma décision se formait, lente et délibérée. Je ne me pressais pas. J'avais besoin de clarté, de certitude et d'un plan qui ne laissait aucune place à l'erreur. Au moment où les lumières de la ville d'Annecy devinrent floues derrière ma fenêtre, j'avais cartographié les contours de l'influence que je détenais. Le chemin à suivre était étroit mais clair. Et pour la première fois depuis des années, je sentis une prudente montée de contrôle sur ma propre vie et sur une situation qui avait longtemps semblé impossible à gérer. Demain, je commencerai à mettre le plan en œuvre. Le lendemain matin, je commençais à contacter mes conseillers financiers de confiance, en veillant à garder les appels discrets. Chaque conversation était précise, mesurée du genre qui ne laissait aucune place au malentendu. J'expliquais mes intentions sans émotion, présentant le retrait comme un ajustement de portefeuille de routine. Pourtant, sous le ton calme, je sentais le tourbillon familier d'anticipation et d'appréhension. Le conseil juridique suivit. Je devais exécuter le retrait sans faille, avec chaque document vérifié et chaque procédure inattaquable. Il n'y avait aucune marge d'erreur, pas avec la firme d'Amélie qui dépendait si fortement de mon investissement. Mon avocat me conseilla sur les délais, les complications potentielles et les nuances subtiles des obligations contractuelles. J'écoutais attentivement, posant des questions dont je soupçonnais déjà les réponses, prenant des notes mentales sur les points où je pourrais appliquer une pression sans attirer l'attention. Au fil de la journée, de petites complications apparurent. La banque demanda une vérification supplémentaire sur quelques transactions, invoquant des protocoles de conformité interne. Une erreur mineure dans un document nécessita une nouvelle soumission. Chaque retard ressemblait à un battement de cœur étiré trop longtemps, un rappel que le contrôle n'est jamais absolu. Je résistais à l'envie de me précipiter, gardant ma voix calme et mon esprit concentré. La panique serait une erreur. La patience était une arme aussi tranchante que n'importe quel levier financier. Entre les appels, j'examinais les déclarations publiques d'Amélie, suivant ses récentes transactions et notant où le moment de mon retrait aurait le plus d'impact. J'imaginais sa confiance se fissurer lentement alors qu'elle faisait face à des obstacles inattendus. La pensée était satisfaisante, bien que je la repoussasse, me rappelant que mon but n'était pas l'humiliation mais l'équilibre et l'affirmation. Le soir venu, tout était en mouvement. Mes conseillers étaient alignés, la paperasse presque terminée, et j'avais répété le calendrier de chaque étape avec une attention méticuleuse. La tension dans ma poitrine était passée de l'anxiété à une vigilance constante. Chaque décision avait un poids, chaque action une onde qui pourrait remodeler la firme et ma relation avec Amélie pour toujours. Je me penchai en arrière dans ma chaise, laissant le calme de mon appartement s'installer sur moi. Le plan était prêt, le moment approchait. Demain, je commencerai les dernières étapes, et rien ne pourrait inverser le cours que j'avais fixé. J'arrivai tôt à l'événement de réseautage de Lyon, prenant un siège près du fond et observant la salle. Amélie était déjà là, riant bruyamment, serrant des mains de clients et captant l'attention comme si la pièce lui appartenait entièrement. Elle se comportait avec une confiance qui frisait l'arrogance, et je pouvais voir comment les gens s'en remettaient à ses opinions sans poser de questions. Lorsque les présentations commencèrent, Amélie rejeta toute mention de risque de marché potentiel. Elle balaya d'un geste les inquiétudes concernant les comptes surendettés et les transactions à venir, insistant sur le fait que tout était sous contrôle. Ses mots étaient désinvoltes, son ton léger, mais l'arrogance sous-jacente était indéniable. Elle croyait vraiment que rien ne pouvait menacer son emprise sur la firme. J'étais assise en silence, prenant des notes mentales. Chaque haussement d'épaule, chaque commentaire dédaigneux renforçait ce que je savais déjà, son excès de confiance laissait des failles que je pouvais exploiter. Si j'agissais avec précision, je pourrais contraster son comportement impulsif avec ma propre stratégie prudente et délibérée. Là où elle voyait de la certitude, je voyais de la vulnérabilité, là où elle ignorait les détails, je cataloguais chaque point de levier potentiel. Plus j'observais, plus le schéma devenait clair.
L'arrogance d'Amélie n'était pas seulement sociale, elle était professionnelle. Elle sous-estimait la personne même qui avait discrètement soutenu son succès, celle qui détenait une participation qu'elle jugeait sans importance. Cette pensée me procura une satisfaction tranquille, tempérée par la conscience que le timing serait crucial. Agir trop tôt ou trop tard pourrait saper le fragile équilibre que j'avais construit. À la fin de l'heure de réseautage, j'avais identifié les moments les plus opportuns pour agir. Je quittais l'événement sans me faire remarquer, me fondant dans la foule, mon esprit entièrement concentré sur les prochaines étapes. Amélie restait inconsciente de la tempête silencieuse qui se formait juste au-delà de sa perception, sa confiance intacte mais dangereusement déconnectée de la réalité. En retournant à Annecy, je passais en revue la séquence d'actions dans ma tête, sachant que les signes avant-coureurs subtils que j'avais observés aujourd'hui guideraient mes décisions dans les jours critiques à venir. L'air matinal d'Annecy était vif alors que j'étais assise à mon bureau, l'ordinateur portable ouvert, les dossiers organisés et le téléphone à portée de main. Aujourd'hui était le grand jour. Après des semaines de planification, de vérification et de double vérification de chaque détail, j'allais enfin exécuter le retrait de mon investissement de la firme d'Amélie. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, un mélange de satisfaction et d'hésitation tourbillonnant en moi. Je commençais par les formulaires de virement, remplissant soigneusement chaque champ, m'assurant de l'exactitude. Une erreur mineure signalée par la banque nécessita un appel téléphonique et une nouvelle soumission, mais je restais calme. Chaque étape avait été anticipée, et je surmontais les obstacles mineurs avec la patience sereine que j'avais répétée. La voix de mon conseiller au téléphone était stable, me guidant à travers les nuances procédurales, mais je sentais le poids de la décision peser sur ma poitrine. Alors que les fonds étaient transférés, je regardais les chiffres se mettre à jour en temps réel. Le solde de la firme refléta immédiatement le changement, et un frisson silencieux me parcourut. C'était plus qu'une manœuvre financière, c'était une déclaration, une réappropriation de l'autorité qui avait été invisible pendant trop longtemps. Pourtant, à côté de la satisfaction, venait la culpabilité, un rappel lancinant que les liens familiaux sont compliqués et que le pouvoir peut blesser même lorsqu'il est manié avec soin. J'imaginais Amélie à Lyon, aussi confiante que jamais, complètement inconsciente de l'impact qui se déroulait déjà. Son optimisme impulsif allait bientôt se heurter à la réalité que j'avais conçue, et je devais résister à l'envie de prendre de ses nouvelles, de jauger sa réaction. La patience était essentielle. Le moment de la révélation n'aurait son plein effet que si je restais invisible. En fin d'après-midi, toute la paperasse avait été confirmée, chaque document vérifié et le virement finalisé. Je me penchai en arrière dans ma chaise, une profonde expiration de tension m'échappant. Le plan était achevé, son exécution sans faille, et maintenant il n'était plus entre mes mains. Je fermai mon ordinateur portable et regardai par la fenêtre, contemplant les jours à venir. Les retombées commenceraient bientôt, et je m'étais préparé autant que possible. Il ne restait plus qu'à attendre, à observer et à maintenir le sang-froid qui m'avait mené jusqu'ici. Demain, les conséquences de ma décision commenceraient à se révéler, et je verrais comment la première onde se propagerait dans le monde soigneusement contrôlé d'Amélie. Le lendemain matin, je vérifiai mon téléphone dès la première heure, ne m'attendant à rien de plus que des mises à jour de routine. Ce qui arriva, cependant, confirma le changement que j'avais anticipé. Des notifications de médias financiers, des rumeurs dans les cercles professionnels et des alertes internes de la firme pointaient toutes vers la même réalité, l'entreprise d'Amélie connaissait des tensions de liquidité immédiates. Elle avait découvert le vide laissé par mon retrait, et la panique était évidente même de loin. Les premiers courriels ont fuité en interne, des inquiétudes concernant la paie, des transactions non réglées et des contrats retardés. Les membres du personnel qui, autrefois, la regardaient avec une confiance aveugle, remettaient maintenant en question leur propre sécurité. Les appels aux clients restaient sans réponse tandis que les responsables de premier niveau tentaient de gérer le chaos. Je pouvais presque entendre l'énergie frénétique monter à Lyon à travers le schéma des alertes. Les premières tentatives d'Amélie pour rassurer les investisseurs et les employés furent vaines. Son charme et sa détermination habituelle ne pouvaient masquer la perturbation tangible causée par le retrait soudain. Les rapports étaient en retard, les transactions suspendues, et le sentiment de contrôle qu'elle avait projeté si parfaitement se fracturait sous le poids de la réalité. Pour la première fois, l'arrogance dont j'avais été témoin à l'événement de réseautage avait des conséquences tangibles. Je surveillais en silence, résistant à l'envie d'interférer ou de communiquer. La distance me donnait du recul. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle, il s'agissait d'observer la fragilité structurelle que je connaissais depuis longtemps. Chaque faux pas,
chaque imprévu négligé dans les opérations d'Amélie mettait en évidence la dépendance qu'elle avait placée dans mon investissement. C'était une révélation pour elle, même si elle ne l'admettrait jamais ouvertement. La tension en moi grandissait alors que les alertes continuaient de pleuvoir, des courriels marqués d'objets urgents, des appels de clients sans réponse, des employés chuchotant derrière des portes closes, tous des signes que la première onde de mon action était devenue une vague. Les tentatives frénétiques d'Amélie pour stabiliser la situation étaient visibles dans ses déclarations précipitées aux parties prenantes, chacune plus réactive que la précédente. Je ressentais un mélange de satisfaction et de malaise, sachant que le pouvoir que je détenais avait de réelles conséquences, à la fois professionnelles et émotionnelles. Dans l'après-midi, c'était devenu indéniable, la stabilité de la firme était sérieusement menacée. La façade confiante d'Amélie s'était fissurée, son contrôle habituel lui échappant, et je regardais la prise de conscience s'installer sur elle, lourde et implacable. Le moment pour lequel je m'étais préparé était arrivé, et depuis mon poste d'observation silencieux, j'observais les premiers vrais signes de leur décompte. Demain, le chaos qui se déroulait atteindrait une nouvelle intensité, et je verrais à quel point la firme et ma sœur ressentiraient l'absence de ce qu'elles avaient autrefois tenu pour acquis. J'arrivai au petit café d'Annecy quelques minutes en avance, choisissant un coin tranquille où nous pourrions parler sans interruption. Amélie entra peu de temps après, son expression un mélange de surprise et d'incrédulité en me voyant attendre. Elle se glissa sur le siège en face de moi, sa confiance habituelle remplacée par une tension qu'elle ne parvenait pas tout à fait à masquer. « Je n'arrive pas à y croire, dit-elle, la voix tendue. Ce que tu as fait, as-tu la moindre idée de ce que tu as provoqué ? Je gardai un ton égal, mesuré. Je comprends l'impact, Amélie. C'est pourquoi j'ai agi avec prudence, en m'assurant que chaque étape était dans mon droit et entièrement documentée. Ses mains se crispèrent autour de sa tasse de café, ses jointures blanchissant. Dans ton droit ? Tu as tout retiré. Tu as déstabilisé la firme. Les employés paniquent. Les clients partent. Comment peux-tu être aussi froide ? Je la regardai calmement dans les yeux. Je n'ai pas agi par méchanceté. J'ai agi parce que les limites comptent. J'ai été invisible dans les décisions qui dépendaient de moi. Ignoré malgré mes contributions. Tu as sous-estimé le rôle que je jouais et tu as supposé que mon silence signifiait mon consentement. Ce n'était pas le cas. La voix d'Amélie se brisa légèrement, la frustration et la reconnaissance se mêlant. Tu penses que c'est une question de prouver quelque chose ? De vengeance ? Non, dis-je fermement. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de montrer que les actions ont des conséquences et que la confiance non tempérée par la conscience peut mener à l'échec. Elle se pencha en arrière, une vive expiration s'échappant de ses lèvres. Je pouvais voir la prise de conscience s'installer, le poids de sa négligence pesant sur elle. Pour la première fois, l'arrogance dont j'avais été témoin pendant des années vacillait sous les résultats tangibles de son erreur de jugement. Je sentis la tension entre nous s'apaiser légèrement, bien que la conversation restât chargée. Mon point avait été prouvé, non par la colère, non par la confrontation, mais par une action délibérée et fondée sur des principes. J'avais remporté une victoire à la fois morale et stratégique, et Amélie n'avait d'autre choix que de le reconnaître intérieurement, sinon à voix haute. En quittant le café, la gravité du moment flottait entre nous. Les leçons de la journée allaient façonner notre manière de nous aborder à l'avenir. Je savais que la réflexion, et non les représailles, définirait le chemin à suivre. Demain, je prendrai le temps de digérer tout ce qui s'était passé et d'envisager comment avancer tout en maintenant les limites que j'avais enfin établies. De retour dans mon appartement, je m'enfonçai dans le fauteuil en cuir usé près de la fenêtre et laissai le calme d'Annecy m'envelopper. Les événements des derniers jours se rejouaient dans mon esprit, le brunch, le retour en voiture, la planification méticuleuse, et enfin, la confrontation. Chaque moment avait son poids, et le contraste entre les conflits passés avec Amélie et la résolution calme d'aujourd'hui semblait frappant. Je pensais aux innombrables fois où j'avais été ignoré, rejeté ou minimisé dans les discussions familiales et les affaires professionnelles. Chaque affront avait laissé une marque, mais aucune ne se comparait à la satisfaction d'avoir agi de manière délibérée, stratégique et avec intégrité. Je m'étais affirmé sans cruauté, prouvant mon influence et mes capacités sans m'abaisser à l'agression. Des éclairs d'anciennes disputes et de dîners de famille tendus refirent surface, juxtaposés à la manière posée dont j'avais géré l'arrogance d'Amélie cette fois-ci. Les leçons étaient claires, la patience, la préparation et l'action fondée sur des principes comptaient plus que les protestations bruyantes ou les explosions émotionnelles. Le pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans la compréhension des leviers,
des limites et de l'impact de ses choix. Alors que le soir tombait sur la ville, je réalisais que le succès ne consistait plus à faire échouer quelqu'un d'autre. Il s'agissait de revendiquer mon propre espace, ma propre autonomie et de respecter les limites que je m'étais fixées. Le contrôle tranquille que je détenais maintenant me semblait bien plus valorisant que n'importe quelle victoire que j'aurais pu forcer extérieurement. Je me levai, me dirigeant vers le bureau où mon ordinateur portable brillait encore doucement, et je commençais à planifier les prochaines étapes, comment maintenir mon indépendance, comment protéger mes investissements et comment gérer la dynamique familiale avec la clarté que j'avais enfin atteinte. Demain, je continuerai à m'appuyer sur ces leçons, en veillant à ce que l'avenir reflète à la fois la force de mes choix et les limites que j'avais lutté pour établir. Dans les jours qui suivirent, je commençai à intégrer les leçons que j'avais apprises dans ma vie personnelle et professionnelle. Je contactai les membres de ma famille avec prudence, rétablissant les liens sans compromettre les limites que j'avais enfin établies. Les conversations étaient mesurées, sincères et intentionnelles, bien loin des disputes réactives du passé. Au travail, j'ai réexaminé mes stratégies d'investissement, identifiant des opportunités qui correspondaient à mes valeurs et à mes objectifs à long terme. Chaque décision était délibérée, fondée à la fois sur la prudence financière et des considérations éthiques. Je ne ressentais plus le besoin de prouver ma valeur par la confrontation, les résultats de mes actions avaient parlé d'eux-mêmes. Je remarquai un changement subtil en moi. La stratégie calme, la patience et une prise de décision fondée sur des principes m'avaient procuré un sentiment de pouvoir bien plus fort que n'importe quelle vengeance impulsive n'aurait jamais pu le faire. Je me sentais ancré, consciente du levier que je détenais, et confiante dans ma capacité à surmonter les défis sans sacrifier mon intégrité. Alors que j'étais assise près de la fenêtre ce soir-là, examinant mes futurs plans et traçant les étapes à venir, je reconnus que la véritable mesure de l'influence n'était pas la chute des autres, mais la force et la clarté de mes propres choix. Le chemin à suivre était à moi de le définir, façonné par la sagesse, la stratégie et une compréhension tranquille du pouvoir qui vient de la retenue. Avec ces leçons en tête, je fermai mon ordinateur portable, prête à aborder le prochain chapitre de ma vie, indépendante, réfléchie et inébranlable. Dring.